Oh, ma première rencontre avec Pierre Jacot remonte à plus d'une vingtaine d'années, au début du CEP, enfin de ses débuts au CEP. C'est lorsque nous avons organisé, enfin participé, là j'étais participant à la formation sur le leadership avec des intervenants décoiffants, avec un Pierre Jacot qui nous a confrontés à nos limites dans cette formation d'une dizaine de jours, réservée au cadre supérieur de l'État et dans une ambiance et une profondeur de soi qui était impressionnante. Je suis Philippe Chaubert, chef du service du personnel de l'État et en même temps président du conseil de fondation du CEP. Ma question à Pierre est de savoir, au cours de ces 20 dernières années, compte tenu de l'évolution du management et de la gouvernance dans les entreprises privées, dans les administrations publiques, eh bien, qu'est-ce qu'il a pu observer au niveau de management d'un centre de formation? Et puis, est-ce que son expérience lui a permis de dégager un meilleur modèle ou un modèle le plus adapté au centre de formation? Je ne sais pas si c'est quelque chose de très spécifique, un centre de formation. Et ça dépend, je pense, du but principal du dit centre, en fait. De ce que j'ai pu expérimenter, c'était plutôt pour nous d'accompagner, de soutenir le développement agile des organisations. La condition de base, c'est qu'on soit nous-mêmes agiles. Et du coup, que la gouvernance permette ça. Pour ça, il y a eu 3 ingrédients qui ont été précieux. C'est le lien entre les personnes. L'autre chose, c'est l'autonomie des acteurs. C'était vraiment un point essentiel. Et puis le 3e point, c'est la diversité des compétences. Et quand on trouve ces 3 ingrédients à tous les étages, que ce soit conseil d'administration ou de fondation, direction ou dans les équipes, alors il y a des chances qu'on puisse être nous-mêmes assez agiles pour soutenir l'agilité de nos clients. Alors, ma première rencontre avec Pierre Jacot a été dans le cadre de l'ARFOR, l'association Remonte des formateurs. Je suis venu le rencontrer pour l'interviewer. Très riche moment de partage et voilà, de pouvoir parler avec lui. C'était très intéressant. Jean-Pierre Besse, je suis formateur ici au CEP. Je donne des cours sur l'intelligence collective ou le leadership. Pierre, quelles sont les méthodes pédagogiques qui se sont imposées en salle de cours et qu'ont-elles apporté? Je pense qu'il y a encore une grande diversité de méthodes, puis c'est peut-être pas là le plus important en fait. Je crois que du moment que les formateurs savent faire le bon mélange entre le lien entre eux et les participants, le lien entre les participants aussi bien sûr, ça c'est un premier ingrédient. Le deuxième, s'ils font le lien avec un bon niveau de stimulation, ça place les gens en zone d'effort, ni de stress ni d'ennui. Et puis, troisième chose, si la formation est bien articulée avec une zone de bac à sable, une marge de manœuvre pour essayer en toute sécurité, parce qu'on apprend beaucoup par l'erreur. Ces 3 composantes, et qu'elles sont bien articulées, finalement la méthode vient derrière. Ceci étant, il y a deux approches que j'ai particulièrement appréciées. Tout ce qui vient des méthodes d'action de Moreno, parce que justement ça permet de bien intégrer ces 3 ingrédients. Et l'autre élément, c'est tout ce qui vient des classes inversées puis renversées, où finalement c'est même les participants qui construisent. Là on est au plus avancé, je dirais, dans les liens que ça sollicite, dans l'activation des participants. Mais ceci étant, j'ai vu des conférences remarquables et qui permettaient d'activer ces 3 ingrédients. J'ai été invitée à rejoindre le conseil de fondation et Pierre Jacot met toujours un grand soin à accueillir les nouveaux membres et à les faire monter à bord. Et la façon de monter à bord, c'était de visiter le CEP, d'en rencontrer les collaborateurs présents ce jour-là et de pouvoir faire connaissance aussi avec son directeur. Alors l'impression que j'en garde, c'est une impression de chaleur humaine, d'attention aux autres et de passion pour la formation des adultes. Alors Catherine Hirsch, directrice de la Haute École d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud à Yverdon-les-Bains. Et je suis également membre du conseil de fondation du CEP.
Alors, parmi les multiples dimensions et les nombreux apports de la formation, celle-ci peut être reconnue comme un temps propice à l'innovation et à l'incubation d'idées. Alors, cher Pierre, comment cette dimension d'innovation a-t-elle été intégrée au CEP, Centre de formation orienté fonction publique? Alors je pense que oui, ça peut être un lieu d'incubation, surtout s'il y a une bonne diversité de participants. Ils apprennent beaucoup entre eux et c'est la rencontre de contextes très différents qui finalement permet de faire jaillir des idées nouvelles. Maintenant, il y a un autre contexte assez propice, c'est dans les formations sur mesure. Surtout lorsque les clients nous demandent une chose qu'on ne sait pas faire au début, ça nous amène à sortir de nos repères. Et puis, en plus, c'est l'occasion souvent d'aller chercher des impulsions de l'extérieur. Il faut mettre du dehors-dedans pour innover. Et quand on propose un processus assez simple et structurant d'échange, de construction, c'est les processus d'innovation un peu classiques, et bien là, oui, ça le fait. Donc la formation n'est juste qu'un contenant qui permet aux gens d'élaborer leurs idées. Le CEP nous donne la formation pour la ville de Lausanne et pour mes collaborateurs, c'est une source de formation dans tous les points techniques, mais aussi les points relationnels. Je suis Julia Emenier, je suis la chef de service d'organisation et d'informatique de la ville de Lausanne. Quel est l'impact de la nouvelle technologie dans le monde de la formation? Comment ça a impacté les étudiants, les formateurs et les responsables de formation? L'arrivée des technologies, ça s'est produit très très lentement. On en parlait déjà que j'ai pris ma fonction il y a plus de 20 ans. Mais s'il n'y a pas de besoin impératif de changer, on ne change pas, on reste au format classique. Alors merci à la pandémie pour ça, c'est vrai. Maintenant, ces nouvelles pratiques sont adoptées dans la mesure où elles apportent quelque chose, donc il faut qu'elles soient simples, il faut qu'elles nourrissent les 3 ingrédients que j'évoquais tout à l'heure. C'est l'histoire du lien, de la stimulation et puis du terrain de jeu, de l'action. Lorsqu'il y a ces 3 composantes, oui, les gens sont prêts à adopter, mais il faut vraiment que ça soit simple. Et ce n'est pas si vieux que c'est suffisamment simple, que ça tient largement là-dedans, que presque tout le monde en a. Donc oui, je pense qu'on est maintenant à un stade où il y a déjà des très belles choses qui se font, et ça va plutôt augmenter une fois qu'on aura fini le mouvement de balancier qui repart dans l'autre sens après 18 mois de pandémie, où les gens veulent de la classe et encore de la classe. Peut-être que voilà, ça va se rééquilibrer. Mon lien avec le CEP et avec Pierre, en fait, remonte à il y a une dizaine d'années, quand j'ai repris la direction du centre de formation au CHUV, avec peut-être le démarrage sur quelque chose qui m'a beaucoup plu, qui ressemble beaucoup à Pierre, qui est l'intelligence collective. Dans le fond, on s'est mis d'accord les deux pour se dire on a des périmètres d'activité qui se ressemblent, mais qui peuvent se développer dans leur spécificité. Et puis on a toujours, au fil du temps, des années, toujours gardé cette logique de se dire on ne va pas sur le terrain de l'autre, mais on explore les terrains qu'on a en commun. Je m'appelle Serge Galland, je dirige le centre des formations du CHUV. On voit que pendant des années dans le monde de la formation, la principale préoccupation était la satisfaction de nos apprenants. Ces dernières années, on a eu une injonction, une demande de s'intéresser à d'autres niveaux d'évaluation, et j'aimerais savoir, Pierre, comment les autres niveaux d'évaluation qui nous sont préconisés ont influencé tes pratiques et les pratiques des intervenants du CEP. Alors là, franchement, je ne sais pas si je suis le mieux placé. Ça tient peut-être aussi au fait que notre centre de formation était pas mal tourné sur les
compétences relationnelles et personnelles, et que finalement, je crois qu'un bon indicateur qui reste, c'est le bouche à oreille. Les gens votent avec leurs pieds, s'ils trouvent que c'est utile, ils vont le dire à leurs collègues, va voir, c'est très pratique, ça le fait. Donc c'est pas très technologique ce que je vais raconter là, et c'est vrai qu'en 20 ans, j'ai au fond pas vu de grands changements, mais c'est encore une fois dans notre milieu. Et puis il y a des concepts très élaborés de mesures, de retour sur investissement, du transfert, de l'impact, output, outcome et ce genre de choses. Mais j'ai l'impression que le gap entre le modèle et l'activation de la vraie vie reste aussi grand. Parce qu'une fois que les gens ont quitté la formation, la vie reprend. Le fait qu'ils mettront ou non en œuvre, ça ne dépend pas que de la formation, ça dépend de l'environnement, de la hiérarchie, des collègues, des besoins. Donc c'est tellement composite l'impact de la formation. Je pense qu'il y a encore peut-être quelques générations de directeurs qui se frotteront à la question. Dans le cadre d'une rencontre sur la classe inversée, j'étais avec Jean-Pierre Besse et j'ai le souvenir d'avoir rencontré Pierre dans son bureau et j'étais impressionnée par son enthousiasme, ses yeux qui brillaient quand il parlait de son équipe et tous les projets qu'il avait. Donc le thème de la classe inversée a été ensuite travaillé dans le cadre de la venue de Jean-Charles Caillet. Et j'ai le souvenir d'une collaboration étroite avec lui, à la fois très stimulante, il y avait plein d'idées. Et puis nous étions emballés par ses propositions et on a proposé des choses. Isabelle Inzerilli, je suis formatrice au CEP pour les cours Écrire pour faire agir et prise de PV. Pierre, comment ont évolué les rôles des formateurs? Eh bien, il y a quelques décennies, d'une part, il n'y avait pas tant de formateurs, en tout cas dans le monde de la formation d'adultes. À l'époque, c'était peut-être plus facile de raconter ce que l'on savait. Ça pouvait suffire peut-être davantage qu'aujourd'hui. Davantage aujourd'hui, il faut avoir de la consistance, il faut avoir une crédibilité basée sur l'expérience, pas seulement sur les livres. Mais en plus de ça, c'est surtout être capable de mener un processus d'exploration, de découverte, de construction. Donc en un mot, je dirais même pas en deux, c'est la professionnalisation. C'est venu un sacré job qui demande de maîtriser les processus cognitifs, les processus d'équipe et puis de plus en plus la technologie. Parce que maintenant les participants sont pas seulement en salle, ils sont des fois en même temps à distance, beaucoup à distance ou un peu des deux. Voilà, maître mot, professionnalisation. Le moment dont je me souviens, c'est la première année que je suis arrivé au CEP, puisque j'étais tout fraîchement arrivé et puis on fêtait le départ d'une autre collègue et on avait tous fait des grillades au bord du lac et un tour sur son voilier notamment. Donc c'était vraiment un moment très, très chouette en équipe. Donc je m'appelle Gary, je suis coordinateur de formation au CEP. Ma question serait, comment ont évolué les rôles du coordinateur de formation au CEP ? Alors, je la vois évoluer cette fonction en étant toujours plus au cœur de la formation. C'était déjà le cas il y a 20 ans. Déjà il y a 20 ans, c'est les coordinatrices et coordinateurs, on les appelait assistantes et assistants à l'époque, qui accueillaient les participants. À ce titre-là, ils avaient un contact privilégié avec ces personnes. Ils entendaient ce qui se racontait aussi un peu en aparté autour d'eux. Donc c'est un peu les yeux et les oreilles la formation. Ça, c'est resté. Et puis plus la technologie a évolué, les RP aussi, plus ils sont devenus capables de faire de la planification fine. C'est eux qui savent conjuguer les ressources. C'est eux qui exploitent à l'échelon de la semaine, voire du mois, la formation, ce qu'il faut ajouter, enlever comme session, qui savent faire des prévisions. Donc c'est vraiment le cœur opérationnel de la formation. Et je vois mal aujourd'hui un formateur ou un responsable de formation élaborer des solutions vraiment intelligentes en se passant d'eux et de leurs inputs. La première rencontre, c'était en 2019 et c'était pour mon entretien d'embauche en fait. Je ne connaissais pas Pierre et voilà, il neigeait ce jour-là. Je vais passer des créneaux, je suis responsable de formation au CEP et puis
Je suis engagé comme comédien d'un jour pour répondre à certaines questions et poser des questions à Pierre aujourd'hui. Pierre, comment a évolué le rôle de responsable de formation? Toujours plus de pragmatisme, toujours plus de capacité à poser les bonnes questions. Je vois 3 facteurs quand même importants. Le premier tient au développement de la fonction RH, du moins dans l'environnement que j'ai connu. C'est des fonctions qui se sont étoffées, qui ont fait une grosse montée en compétences et en attente. Donc ça c'est un premier point, il faut se mettre vraiment en position de partenaire, faire avec. L'autre évolution, c'est celle des clients qui ont de plus en plus besoin de solutions souples à court terme avec des formats très variables. Le troisième, c'est du côté des formateurs, où puisqu'il faut innover, il faut vraiment aussi co-construire avec eux, de se dire tiens, j'ai juste trouvé la perle rare pour ceci, cela, j'y crois pas trop. Et finalement, c'est un peu le rôle de chef de projet qui sait coordonner, qui sait mettre les intelligences ensemble pour que ça se passe. Ce n'est pas celui qui vient avec une prescription. Alors la première rencontre que j'ai eue avec Pierre, elle s'est déroulée dans un restaurant à l'Évêché, ce qui était pour moi assez typique d'un lieu que Pierre affectionne à Lausanne. Vieux restaurant traditionnel, on s'est rencontrés et on a partagé un moment ensemble. Alors Patrick Favre, directeur du CEP. Alors Pierre, la question que j'aimerais te poser, c'est toi qui as cette expérience de 20 ans en tant que directeur, quelles ont été selon toi les évolutions à la fois des rôles et des responsabilités d'un directeur de centre? Et puis surtout, quelles sont les bonnes pratiques qu'il faut aujourd'hui garder en tant que directeur de centre? Je pense que c'est un peu comme pour tous les postes de direction, au fond. Puisque tout va en s'accélérant, en se complexifiant, c'est une capacité à mettre en réseau, principalement, à pousser à mettre en œuvre la loi de Pareto, ne pas viser la perfection, le 20% qui fera 80% du résultat, c'est déjà pas mal. Une bonne décision, une bonne solution, c'est celle qu'on peut mettre en œuvre. Ce n'est pas celles qui sont parfaites, mais qui n'ont jamais vu le jour, au fond. Donc ça tourne là autour. Et puis c'est bien sûr avoir cette tranquillité. On parle beaucoup de management par la confiance. Alors la confiance s'entretient. C'est un crédit au début, mais c'est après une chose qui s'entretient. Donc c'est tablé là-dessus, puisqu'il y a de plus en plus de choses qui se font sans qu'on ait beaucoup à s'en mêler. Et si on s'en mêle, on ralentit tout l'ensemble. Donc ce n'est pas la meilleure des façons de manager, je pense, à notre époque, si rapide. Alors c'est une personne qui nous met très vite à l'aise, quelqu'un qui a beaucoup de choses à nous apprendre. Alors Monsieur Père Jacot, je l'ai rencontré le jour de la signature de mon contrat d'apprentissage avec Cinzia, c'était en juin 2021. Alors moi je m'appelle Lucia, je suis la nouvelle apprentie du CEP en première année. Alors Monsieur Père Jacot, comment voyez-vous le futur avec la relève de nos futurs apprentis? Mon Dieu, le soixantenaire que je suis n'est peut-être pas le mieux placé pour répondre à ça. Ce que je vois, c'est que oui, les apprentis, quand ils arrivent en entreprise, oui, ils ont beaucoup à apprendre, mais ils n'ont pas tout à apprendre. Ils sont capables de prendre des rôles très rapidement, des vrais rôles face aux clients. L'accueil, c'est une des fonctions stratégiques de l'entreprise, finalement. Ils peuvent le faire très bien. Ils peuvent devenir intervieweurs. Ils peuvent poser des questions sur le pourquoi. Donc oui, si on en fait des acteurs à part entière dès le début de l'entreprise, ils peuvent apporter beaucoup et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Mais c'est vrai aussi que les compétences à acquérir, les métiers deviennent de plus en plus pointus, donc ils ont un vrai chemin devant eux aussi. Pierre, as-tu une bonne pratique que tu pourrais partager? Faire de la voile. Puisque la voile permet de faire l'expérience qu'on ne maîtrise pas le vent. C'est juste trouver le bon angle et puis une forme de sérénité. Finalement, le pire n'est jamais certain. Et il y a des tas de bonnes choses qu'on n'attendait pas et qui se passent. Quelque chose comme ça, je crois.
Ben là, je suis finalement au bout de 22 ans de formation continue et j'espère que ce n'est pas la dernière. Et puis finalement, je repars avec une immense gratitude, d'abord pour tous nos clients, et quand je dis clients, c'est autant ceux qui nous ont donné des mandats que les participants, qui ont pas mal posé de questions, qui remettaient en question ce que je croyais savoir. Merci aussi à toute l'équipe et au conseil de fondation. C'est vrai que cette confiance-là, ça fait avancer. Donc je repars avec encore plein de questions, les sentiments que oui, j'ai appris peut-être 2-3 choses. Mon ignorance est encore beaucoup plus grande maintenant, mais ça me va bien. Donc merci.